des budgets militaires assez considérables. Et si l'armée ne parvient pas à se défendre, ce n'est pas quelques citoyens qu'on va appeler sur l'État, formés sur l'État, qui ira sur le front pour pouvoir défendre le Congo. Donc, justement, qu'est-ce qui fait problème à votre avis? Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui qu'un pays immensement riche, dont le sous-sol aujourd'hui est considérablement riche, n'arrive pas à avoir une armée qui puisse repousser on va le dire comme ça, une frange rebelle qui, depuis des années, quand même, pose d'énormes problèmes, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, et c'est même déjà gagné du terrain. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi on n'y arrive pas malgré un sous-sol immensement riche, malgré, bien sûr, toutes les actions qui sont menées jusqu'ici? C'est la conscience patriotique, la conscience nationale. Encore une fois, regardez le Congo. On a longtemps chanté que c'était Kabila qui était le problème. Tout le monde avait quand même fondé espoir sur Félix Tshisekedi. Mais depuis qu'il est au pouvoir, moi je ne sens pas un déclic. Je ne sens pas une réorganisation du pays. On ne voit pas une restructuration du pays, une reconstruction du pays. Et je ne vois pas une lutte acharnée contre la corruption. Donc, ce qu'on voit plutôt, c'est une politique politicienne qui se continue entre des acteurs qui se font des coups bas, qui se dribblent, pour parler comme le Premier ministre malien, et qui cherche le plus, en fait, c'est une compétition entre roublards, qui est le plus roublard. Et quand vous êtes dans ce genre de spectacle, naturellement que vous ne pouvez pas penser à lutter efficacement contre la corruption, qui est la véritable gangrène. Moi, je vois des acteurs politiques au Congo qui sont immensement riches et qui ont une population qui souffre malgré les richesses. Et je vois des généraux d'armée au Congo, mais mon Dieu, c'est des multimilliardaires. Mais alors que la mission nationale qui leur est confiée, le devoir régalien, qui est d'optimiser les ressources du pays, de faire en sorte que ces ressources puissent contribuer à la protection, à la défense, à la sécurisation et physique et sociale des Congolais, on n'a pas vu ça, on ne voit pas ça sous Félix Tshisekedi. Donc il faut un acteur ou un ensemble de politiciens qui aura la conscience un peu de Lumumba, même si nous ne sommes pas à son époque, de dire que nous avons une patrie à défendre, nous avons des populations qui attendent de nous beaucoup de résultats, de sorte que plus jamais quelqu'un n'ose s'attaquer à ce pays-là. Alors, puisque vous parlez de dirigeants, parlons bien sûr d'une figure de l'opposition du côté de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Martin Fayulu, qui récemment encore s'était insurgé contre cette volonté affichée par les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire cette volonté de venir en aide militairement, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Il avait affirmé sur une chaîne de télévision française qu'il était inadmissible que les pays de l'Afrique de l'Est se penchent sur ce qui se passe du côté de l'Afrique centrale et viennent en aide à un pays situé en Afrique centrale. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce coup de gueule qui a été lancé il y a quelques jours par l'opposant Martin Fayulu? Bon, d'abord, il faut comprendre Martin Fayulu, il est dans une sorte de rancœur contre ses dirigeants, parce qu'il pense que, comme il revendique sa victoire, il pense que les dirigeants africains n'ont pas mis suffisamment de pression pour qu'ils puissent réellement être installés comme chef d'État. Mais je pense aussi que, en tant que Congolais, c'est de regarder, de mettre toujours en avant les intérêts de son peuple. Il a le droit naturellement de critiquer l'aide extérieure, mais d'essayer de faire des propositions concrètes pour améliorer cette aide-là. Parce que bon, les pays africains de l'Afrique de l'Est n'enverraient pas de soldats au Congo si les Congolais étaient dans la mesure de se sécuriser. Parce que ce qui se passe aussi est inacceptable. Vous avez par jour des milliers de gens qui meurent. Vous avez de nombreux déplacés. Beaucoup de déplacés. Est-ce que les pays frères vont rester les bras croisés, ne rien faire comme ça a été le cas lors du génocide rwandais pour encore porter cette culpabilité éternellement? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je salue l'engagement des pays frères à intervenir au niveau du Congo pour essayer de limiter les violences et le bilan déjà lourd pour le peuple congolais. L'ensemble de la classe politique, c'est en temps de guerre, normalement, la classe politique
doit se réunir. Regardez en Ukraine, on ne parle plus d'opposition. Quand la guerre a sonné, ben, tous les gens qui truquent, ils ont dit, bon, c'est notre pays qui est attaqué. Même si après, il y a des discussions à mener. C'est de dire que la conscience nationale commande qu'en temps de guerre, que toutes les considérations tombent et qu'on se mette ensemble pour donner une réponse vigoureuse à cette agression. Bien sûr que c'est aussi au président de la République de créer les canaux pour que ce soit Fayulu, que ce soit Kabila, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Jean-Pierre Bemba, tous ces acteurs-là, qu'ils puissent se réunir pour dire c'est notre pays qui est attaqué, il faut mettre fin à cette crise, il faut écouter les plaintes que ces populations-là posent, qui servent d'argument pour alimenter une rébellion, les traiter et puis mettre fin définitivement à cette guerre qui n'honore pas le continent. Ça veut dire que le souci aujourd'hui, c'est celui qui est en rapport avec le dirigeant du côté de la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Il faut trouver un dirigeant qui pourrait répondre favorablement aux attentes aujourd'hui du peuple congolais et enfin sécuriser le territoire. En tout cas, ça s'impose. Je pense que les Congolais entendaient beaucoup de Tshisekedi. Ils ont fondé beaucoup d'espoir. Voilà que visiblement, je ne sais pas s'il lui faut encore du temps pour maîtriser la situation. La situation n'est pas maîtrisée. Il faut avoir le courage de se le dire quand nous suivons ce qui se passe au Congo. C'est beaucoup avec assez de pincement de cœur. C'est un pays immensement riche qui n'a pas besoin d'importer quelque chose pour son développement, qui n'a besoin juste de quelqu'un qui a de la vision, mais qui a aussi de la carrure et de la poigne pour réorganiser son pays et susciter un déclic pour un développement harmonieux. C'est tout. Ben, regardez le Rwanda et l'Angola juste à côté. Mais aujourd'hui, l'Angola est un pays respecté, est un pays craint. En tout cas, pour que quelqu'un se permette de vouloir attaquer le Rwanda, il va falloir réfléchir. Et enfin, l'Angola, il va falloir réfléchir par deux fois. Mais l'Angola et le Congo, c'est quasiment les mêmes atouts, les mêmes richesses. Quasiment, et le Congo est même beaucoup plus vaste, sinon beaucoup plus vierge en termes de ressources que l'Angola. Pourquoi le Congo est toujours dans cette espèce de désordre continu qui l'affaisse, qui l'affaiblit et qui le rend vulnérable? C'est parce que naturellement, on n'a pas eu jusqu'à là un président qui a suffisamment bataillé pour l'intérêt du Congo, pour la dignité des Congolais. Kabila a fait ce qu'il pouvait faire, mais ça n'a pas été suffisant. Et Tshisekedi, malheureusement, est dans une sorte d'immobilisme. Voilà, on ne voit pas de vision en l'homme. On ne le voit pas comme quelqu'un qui suscite une sorte de vigueur, voilà, qui a une vision qu'il veut matérialiser sur le terrain. On ne le voit pas en lui. On le voit personnellement comme voilà, ce type dont le père a assez souffert dans la conquête du pouvoir et que finalement il a eu, c'est suffisant. Alors que non, les dangers, les défis pour le Congo et le continent sont énormes, qu'il faut vraiment soit il se donne la poigne qu'il faut, ou que les Congolais en tout cas trouvent quelqu'un qui a réellement de la poigne, qui peut redresser et discipliner la classe politique et l'administration congolaise, surtout l'armée congolaise. Merci à vous, Monsieur Pebadéa, puisque vous avez parlé de l'Angola. Vous avez tiré d'ailleurs cet exemple-là. Parlons de cette médiation qui a été menée, ou du moins qui est menée jusqu'ici. C'est quand même une médiation qui, sur le terrain, n'arrive pas à avoir de bons résultats. Du côté des Nations Unies, la France également avait tenté à son tour de mener cette médiation avec le président français qui avait réussi quand même à réunir le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et bien sûr le président rwandais Paul Kagame. Jusqu'ici, toutes les tentatives de médiation faites se sont soldées par des échecs. On ne trouve pas une véritable accalmie sur le terrain. Pourquoi toutes ces médiations n'arrivent pas à produire des fruits aujourd'hui qui puissent bien sûr permettre aux populations de vivre en sérénité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ben, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes et puis il y a assez de mainmise. Voyez-vous que cette partie du Congo intéresse beaucoup le monde entier. Et donc, quand vous n'arrivez pas à maîtriser l'ensemble des acteurs, ben, vous allez, ça ne peut pas produire. Moi, je ne nie pas
aux membres du M23 la légitimité de porter des revendications vis-à-vis de l'État central du Congo. Oui. J'ai dit que ces revendications doivent être posées de façon beaucoup plus responsable et de sorte à épargner donc les milliers d'innocents qui périssent. Et aussi, c'est l'État congolais qui peine à donner des réponses sociales efficaces qui donnent donc de quoi exploiter par ces populations-là. Donc, le Rwanda, ou par le passé, je pense qu'il y avait le Rwanda qui était cité, il y a également l'Ouganda qui est cité, oui, il y a un autre voisin qui est cité. Oui. Donc, il y a beaucoup d'acteurs et si on ne maîtrise pas, ça va être compliqué. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que en général, les médiations, quand vous n'êtes pas fort, ben, naturellement que vous ne pouvez pas avoir gain de cause. Oui. Vous reprenez toutes les rébellions, que ce soit la rébellion ivoirienne, ben, à un moment donné, l'armée du côté de Laurent Gbagbo était tellement faible qu'il était obligé d'accepter quasiment tout ce que les négociations recommandaient. Oui. Donc, la meilleure solution pour le Congo, c'est de travailler à rendre efficace sa défense, la protection de son pays. Et bon, on n'est pas exclu les négociations, mais vous ne serez craint, vous ne serez épargné que lorsque vous aurez une stratégie de défense efficace qui n'est pas attaquable. Puisque vous avez parlé de négociations, est-ce qu'il est probable aujourd'hui que la République démocratique du Congo engage des discussions sérieuses avec le mouvement du 23 mars, ou alors est-ce qu'il serait normal et logique que l'État central aujourd'hui, on va le dire, accepte toutes les conditions qui sont jusqu'ici soumises par le M23? Est-ce que le fait d'accepter aujourd'hui ne permettrait pas, ou du moins ne pourrait pas exposer le pays qui est bien sûr la République démocratique du Congo? Oui, bah non, je pense qu'il y a quand même des revendications qui sont légitimes. Et je pense aussi, quand on parle de négociations, c'est qu'on trouve un compromis. Comment il s'appelle Théophile Obenga l'a dit. Ça veut dire qu'un compromis qui permet d'épargner les milliers de vies, qui permet de mettre à l'abri les populations des morts atroces, vaut toujours mieux que des positions tranchées qui provoquent des guerres, des morts. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même des revendications sur lesquelles les rebelles et l'État central peuvent s'accorder. Naturellement, l'intouchable, c'est la sécession du pays. Là, c'est inviolable, la souveraineté du Congo est inviolable, et je suis militant pour que justement on fasse en sorte que l'intégrité territoriale, la souveraineté du Congo soit préservée de toute autre sécession. Parce que nous avons déjà des micro-États qui n'arrivent pas à s'en sortir et nous sommes militants pour un panafricanisme, donc ça ne sert pas de continuer à balkaniser donc, les pays existants. Ceci dit, il faut également que l'État central, parce que les arguments qui sont portés par le M23 peuvent aussi être portés par d'autres régions au Congo. Oui. Tant que l'État central ne sera pas sérieux, ne va pas construire des écoles, construire des routes, mettre la population dans les conditions, répondre efficacement. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on voit? C'est des dirigeants, des ministres qu'on voit qui parrainent des artistes, qui ont des milliards qu'ils distribuent, des milliards qu'on puise dans les régions, dans les mines, dans les minéraux, etc., qui devraient servir à construire des routes. Donc, naturellement, ça va susciter des frustrations quelque part et des gens, avec une bonne instrumentalisation, les gens iront prendre les armes. Alors, il faut que le Congo minimise tout ce qui peut être exploité comme argument pour déstabiliser son pays. Et ça, c'est en cela que je dis que l'État central, on devrait voir en Tshisekedi un grand constructeur du Congo, quelqu'un qui désenclave son pays, qui construit des routes, qui construit des infrastructures, qui investit dans le développement humain durable, de sorte que, justement, les Congolais, dans leur majorité, ne se sentent pas misérables alors qu'ils ont un pays paradisiaque. Monsieur Péban, nous allons poursuivre en parlant véritablement de cette aide militaire donc, qui est envoyée par les 7 pays qui composent aujourd'hui la communauté d'Afrique de l'Est. Clairement, aujourd'hui, ces troupes qui sont annoncées en fanfare du côté de la République démocratique du Congo, vous pensez qu'elles pourront changer la donne sur le terrain, c'est-à-dire permettre à l'armée congolaise de gagner du terrain sur le mouvement du 23 mars? Bon, d'abord, il faut savoir dans quelles conditions ces troupes vont. Est-ce qu'elles vont pour être au service des casques bleus de l'ONU ou c'est un appui
de l'État kenyan au Congo pour faire face, pour lutter. C'est un déploiement sur le terrain pour... C'est un appui, c'est un appui effectivement aux forces armées congolaises, aux FARD sur le terrain pour faire face au mouvement rebelle du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais une aide également des Nations Unies n'est pas à exclure dans cette démarche. Oui, il faut préciser que les Nations Unies elles viendront s'interposer. En général, ce sont des forces d'interposition. Effectivement. Entre les deux camps pour essayer d'ouvrir des parcelles de dialogue. Si c'est effectivement un soutien de l'armée kenyenne à l'armée congolaise pour faire face, je pense que ça pouvait servir. Mais vous savez, dans l'armée, ce n'est pas aussi forcément le nombre qui remporte les guerres. C'est l'équipement, c'est l'organisation, c'est le sérieux, c'est le courage, et c'est tout cela qui gagne une guerre. Encore faudra que l'armée congolaise puisse réellement être une armée équipée, une armée avec un commandement sérieux, prêt réellement faire face à l'avancée des rebelles. Et si c'est le cas, ça pourrait changer, contribuer à changer. Mais en ce moment aussi, il faudra chercher à couper les sources d'approvisionnement et d'équipement des rebelles. Donc, si on a suffisamment les preuves que le Rwandais est impliqué, il faut déployer les sanctions qu'il faut. Il faut que nous tous, à travers l'Afrique, nous faisons des manifestations devant les ambassades du Rwanda pour lui dire que ce n'est pas comme ça. Nous avons tous pleuré quand il y a eu le génocide et nous continuons de pleurer. Nous sommes tous fiers du développement que Paul Kagame a insufflé au niveau de Rwanda, mais nous saurons le soutenir dans une logique de destruction, dans une logique de rentrer en guerre contre un pays frère ou de faire de son pays l'arrière-base donc des criminels pour déstabiliser un pays frère. Et avec cette pression, je pense qu'il pourrait se raviser et faire en sorte que ces rebelles-là puissent être en capacité réduite. Parce qu'on va en négociation en général pour les rebelles quand ils sont en position de faiblesse. Mais s'ils sont sûrs d'avoir de bons soutiens, de bons accompagnants, de bons alliés, naturellement, ils ne vont pas aller en négociation. Ou s'ils iront en négociation, c'est pour juste perdre du temps. Donc, le plus important, en plus de déployer des soldats aux côtés du Congo, il faut aussi qu'on maximise la pression sur les soutiens de ces rebelles-là à travers l'Afrique et à travers le monde. Est-ce que la solution militaire aujourd'hui, ou du moins les pistes militaires qui sont avancées jusqu'ici, représentent des solutions probantes dans la résolution de ce conflit-là, ou alors il faut poursuivre sur la voie diplomatique telles les médiations entamées jusqu'ici? L'idéal, c'est les médiations. Parce que les médiations font moins de morts, ça fait moins de victimes, ça fait moins de dégâts. Mais malheureusement, ce que nous voyons, si les uns et les autres ne sont pas prêts à déposer les armes, il faut qu'une partie en général vienne au bout de l'autre. Parce que la guerre, il y a plusieurs issues. Soit une partie écrase l'autre et c'est fini, c'est la paix, la paix d'un camp sur un autre. Soit on trouve des canaux de négociation pour essayer d'écouter ceux qui attaquent le Congo. C'est ce qu'ils posent et ce sont les choses que l'État central peut prendre en compte. Et en ce moment, ça va être... c'est l'idéal. L'idéal, c'est les négociations. L'idéal, c'est la diplomatie. L'idéal, c'est que les différents belligérants se parlent pour trouver un compromis qui, encore une fois de plus, permettra de sauver des vies. Maintenant, en général, ces négociations, on les sait, virent au chantage. Donc, du coup, la crise reprend de façon cyclique. Chaque 5 ans, tous les 10 ans, vous avez des acteurs qui viennent, qui ne sont pas d'accord avec ce qui avait été conclu, qui reprennent les armes, etc. La solution définitive, c'est que l'État central du Congo puisse parvenir à optimiser son armée, à la moderniser, à la rendre efficace, prompte à défendre ses frontières. C'est la solution efficace, ça fera réfléchir quiconque voudrait prendre les armes contre lui, et ça va en ce moment créer des canaux, parce que dans tous nos pays africains, nous portons des revendications vis-à-vis de l'État central. On mène des manifestations, on marche, on fait des écrits. Je pense que c'est l'idéal. Aller jusqu'à prendre les armes, faire des morts de façon continuelle, sans regret. Je ne pense pas que non plus ça puisse être un canal
intéressant ou civilisé pour exprimer une frustration ou une revendication politique. Est-ce qu'il y aurait des gens aujourd'hui qui tirent profit de la situation qui prévaut du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, monsieur Peba-Ndeya, au regard de votre analyse? Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des forces tapis dans l'ombre qui tireraient un certain profit aujourd'hui à ce que la situation ne se résolve pas sur le terrain? Bien sûr, vous savez que toutes les guerres, d'abord on parle de ceux qui l'alimentent. Oui. Et si le Rwanda est impliqué, c'est qu'il a forcément des intérêts. Et c'est une région qui n'est pas pauvre, c'est une région qui est assez riche. Oui. Et aussi, la guerre, c'est le trafic d'armes, c'est des armes qui circulent, donc les industries d'armement. Et la guerre, c'est aussi les affaires. Et vous verrez dans tous les cas, même du côté du Congo, si vous fouillez, vous verrez des officiers, des politiques qui tirent à profit de cette guerre. Donc, et généralement, quand une guerre nourrit beaucoup de gens, en général, personne n'a plus intérêt que cette guerre prenne fin, parce que c'est une source d'entrée de devises pour des personnes de façon malsaine, bien entendu. Mais il faut réellement beaucoup de courage, de rigueur, beaucoup de pression pour qu'une guerre de cette nature puisse prendre fin. Voilà, merci à vous, monsieur Peba-Ndeya. On poursuit bien sûr notre échange en évoquant cette fois notre aspect, celui de la communauté internationale. Alors, quel est le rôle aujourd'hui que pourrait jouer la communauté internationale? On se souvient qu'elle ne cesse aujourd'hui de multiplier les condamnations vis-à-vis du Rwanda, notamment. Les Nations Unies ont récemment encore publié un rapport dans lequel ces dernières étaient en train d'incriminer directement le Rwanda. Aujourd'hui, quel est le rôle que pourrait jouer la communauté internationale dans la résolution de ce conflit? La communauté internationale, elle est impuissante. Depuis longtemps, c'est les mêmes rapports qu'elle fait. Mais il n'y a pas de moyen de pression à proprement dite pour amener quand même le Rwanda ou le soutien de ces rebelles à se raviser. Et c'est bien regrettable parce qu'il faut beaucoup de pression sur ceux qui alimentent cette guerre. Les pressions et des sanctions importantes. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Kagame est dans une logique de chercher des partenariats à travers le monde pour son pays. Mais si il est visé par des sanctions, s'il est visé par des sanctions assez sévères, que ce soit des sanctions prises par des Africains ou par la communauté internationale, je pense que ça va quand même l'amener à se revoir. Parce que ce qu'on constate, c'est une sorte d'hypocrisie dans la même vague, dans la même logique. C'est l'Angleterre qui signe des accords avec Kagame pour que son pays puisse constituer des territoires d'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est des clubs de football qui signent avec des trucs avec le Rwanda, demandant de visiter le Rwanda. Oui. C'est le Rwanda qui a fait à toutes les chancelleries du monde. Oui. Donc, du coup, il y a une sorte d'hypocrisie. Finalement, on se contente de dire qu'on sait que c'est toi qui attaques, mais bon, on ne te sanctionne pas, on ne met aucune pression sérieuse pour que justement tu puisses te raviser. Comme si quelque part, cette communauté internationale-là avait elle-même intérêt à ce que le Congo soit divisé ou morcelé. Et justement, dans ce cas, ça veut dire que concrètement, à vous écouter, monsieur Peba-Ndeya, il faudrait aujourd'hui forcément privilégier la solution endogène au détriment des solutions exogènes. C'est l'idéal. L'idéal, c'est que les problèmes des Africains soient résolus par les Africains eux-mêmes. C'est toujours bien entre nos frères de se parler, entre nos frères de trouver un train commun pour régler les problèmes. La communauté internationale, quand elle s'invite dans une crise, vous savez que voilà, tout ce que ça implique, les différentes influences extérieures, et finalement chacun choisit son camp et ça va s'enliser. Aujourd'hui, l'UA, et moi j'ai toujours reproché à cette organisation, on ne la voit pas. Que ce soit par exemple dans la guerre au Sahel, dans la guerre contre le terrorisme, l'Union africaine est absente. Mais comment expliquer ce silence jusqu'à présent? Justement, c'est choquant et c'est révoltant. Il y a des situations. Figurez-vous qu'en 2010, je pense 10 ou 11, le Soudan du Sud a été reconnu par l'Union européenne, l'ONU avant l'UA.
C'est plus tard que l'UA l'a reconnu. Donc, vous voyez que, bon, des problèmes sur notre propre sol, notre institution continentale ne se donne pas suffisamment de moyens pour pouvoir mettre la pression. Finalement, ça ouvre la porte à des prédateurs extérieurs qui viendront avec les agendas. Et après, on va se plaindre que bon, la communauté internationale s'est autosaisie, etc. C'est parce que nos institutions refusent sérieusement de jouer le rôle de premier plan. C'est pourquoi, justement, la communauté internationale s'invite. C'est pourquoi je salue l'implication du Kenya, parce que vous avez vu qu'au Sahel, la France est venue, et une fois, et le président Macron l'a dit, qu'ils sont venus intervenir au Mali parce que les armées africaines sont restées indifférentes et n'ont rien fait. Aujourd'hui, Balkan a annoncé son départ. On en a parlé avant-hier. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu un sommet de la CEDEAO qui dit comment on fait pour s'organiser, occuper le terrain. Et maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Vous en avez vu? Non. Aucun. Mais si demain, il y a des attaques encore au nord du Mali où les populations sont meurtries, ne soyez pas étonnés que dans l'illusion, ces populations appellent à l'aide à la France. Oui. C'est une réalité. Donc, il y a tellement de négligence, d'abandon de nos responsabilités à nous, que finalement, les populations sont obligées de se tourner vers des aides qui ne sont pas réellement des aides. Et c'est triste pour nous. Voilà, nous allons sortir avec, bien sûr, cette dernière question. Il y a quelques jours de cela, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi avait lancé un appel à la jeunesse en invitant, bien sûr, ces jeunes-là à se faire enrôler dans les forces de défense et de sécurité. Vous pensez qu'une telle initiative peut s'avérer productive dans le futur? Bien sûr, c'est productif. En temps de guerre, la mobilisation générale, partielle, ou le soutien de la population est inconditionnel. Mais je dis que les chevaux de bataille ne se lèvent pas le jour de la guerre. Est-ce que cette guerre surprend réellement le Congo? Est-ce que c'est une surprise? Non. Est-ce que depuis des années, les rebelles du M23 prospéraient ou pas? Ils étaient là. Est-ce que le Congo, où Tshisekedi, dès son arrivée, a eu un plan pour faire face à cette guerre? Non. Est-ce que jusqu'à récemment, est-ce que le Congo était préparé à faire la guerre, à se défendre? Non. Ben, ça, c'est de la trahison. C'est de la haute trahison. Parce que quand vous prenez un pays qui est attaqué, qui est en guerre, ben, il faut tout de suite faire l'autopsie de ton armée, s'assurer que vous avez une armée efficace pour pouvoir faire la guerre. Sinon, après, on va enrôler des populations civiles qu'on va envoyer à l'abattoir, là où l'armée a échoué depuis des années. Est-ce que des civils qui n'ont jamais manié d'armes vont venir avec une formation sur l'État pour aller faire face à cette rébellion? Donc, c'est aussi des questions objectives qu'il faut se poser. Il faut rendre l'armée efficace, mettre les moyens au service de l'armée, lutter contre la corruption, la politisation et le clanisme au sein de l'armée pour en faire une seule entité dont la vocation et la mission est de défendre la patrie. Point barre. Merci à vous, Monsieur Pebadea, pour votre contribution une fois de plus dans le cadre de cette émission. Bien sûr, de l'info à chaud sur les antennes de For You Media Africa. Votre expertise nous a une fois de plus été utile et certaine. Merci à vous et surtout, bon début de week-end. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et voilà, c'était également un plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes le président du cadre d'action pour la patrie du côté du Burkina Faso. Au plaisir de se retrouver donc la semaine prochaine. Merci également à vous d'avoir été nombreux une fois de plus à l'écoute de cette émission sur les antennes de For You Media Africa. Vous qui nous avez suivis via toutes nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou pas, vous étiez là, vous étiez avec nous du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien, car à partir de 18h30, vous retrouverez bien sûr Siki Doubet dans le cadre du point sur l'actualité. Bonne suite des programmes sur la meilleure de télévision, celle qui porte une vision différente sur le monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Oh oh, de la voix.